Dès l'instant où je suis entrée dans la cour supérieure du comté d'Orange, j'ai vu mes parents déjà assis au premier rang. Leurs expressions étaient calmes, confiantes, presque soulagées. Les mêmes expressions qu'ils arboraient lorsqu'ils me disaient que tout était pour le mieux. Il semblait certain que l'issue était déjà décidée. Pourquoi ne le serait-il pas? Aux yeux du monde, ils étaient des professionnels respectés, connus pour leur manière policée et leurs apparitions charitables. Les gens leur faisaient confiance, les croyaient, et je n'étais que la fille qu'ils avaient abandonnée près de 25 ans plus tôt. Mais les circonstances avaient changé. Ma grand-mère, Margaret Holloway, la femme qui m'avait élevée après le départ de mes parents, était décédée. Et dans sa décision finale, elle m'avait tout légué, à moi seule, sa maison, ses investissements, ses économies. Maintenant, les mêmes personnes qui m'avaient déposée chez elle à Laguna Beach, en Californie, me poursuivaient en justice pour réclamer ce qu'ils estimaient leur revenir de droit. Je suis restée immobile pendant que le juge examinait le dossier posé devant lui. La salle d'audience était si silencieuse que je pouvais entendre le doux bruissement des papiers, le bourdonnement lointain de la circulation à l'extérieur. Puis le juge a levé les yeux. Son regard s'est attardé sur moi plus longtemps que prévu. « Excusez-moi, dit-il lentement, plissant les yeux. Avez-vous été élevé par Margaret Holloway? La question a retenti comme une faille sismique qui s'ouvrait. De l'autre côté de l'allée, mes parents se sont raidis. Leur certitude a vacillé, juste un instant. Car à cet instant précis, je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Cette affaire ne commençait pas comme ils l'avaient prévu. Et quelle que soit l'histoire qu'ils pensaient raconter sur le passé, le tribunal était sur le point d'en entendre une bien différente. La question du juge est restée en suspens dans l'air plus longtemps qu'elle n'aurait dû. J'ai senti mes parents bouger l'un à côté de l'autre, un mouvement subtil qui serait passé inaperçu pour la plupart des gens. Mais j'avais appris il y a longtemps à reconnaître le malaise dans les petits gestes. Le silence m'avait bien formé. « Oui, votre honneur », ai-je répondu doucement. « C'est elle qui m'a élevé. » Le juge a hoché la tête une fois, comme pour confirmer quelque chose qu'il soupçonnait déjà. Puis il a baissé les yeux sur le dossier, et la pièce a semblé respirer à nouveau. Cette simple question m'a ramené en arrière. Loin de la salle d'audience impeccable, loin du comté d'Orange, à un après-midi tranquille à Laguna Beach, quand j'avais 6 ans et que je ne comprenais pas encore ce que partir signifiait vraiment. Le ciel avait été d'un bleu douloureux ce jour-là, trop vif, trop pur. La voiture de mes parents tournait au ralenti dans l'allée d'une modeste maison côtière, le moteur vrombissant d'impatience tandis que la brise marine transportait l'odeur du sel et de l'eucalyptus. Ma mère a ajusté la sangle de mon petit sac à dos comme si elle m'envoyait à l'école. « Sois sage pour grand-mère Margaret, dit-elle d'un ton léger. On viendra te chercher bientôt. » Bientôt deviendrait un mot dont j'apprendrais à me méfier. Mon père se tenait près de la voiture, regardant sa montre. « On va être en retard, murmura-t-il, déjà à moitié tourné vers le siège du conducteur. « En retard pourquoi ?» ai-je demandé. Personne n'a répondu. Ma mère m'embrassa dans le vide près de ma joue. Assez près pour que ça compte. Assez loin pour éviter le contact. Puis elle a reculé. La portière s'est fermée. Le gravier a crissé sous les pneus tandis que la voiture faisait marche arrière, tournait et disparaissait en bas de la colline. Je suis restée là, longtemps après que le son se soit estompé. La porte d'entrée s'est ouverte derrière moi. Ma grand-mère, Margaret Holloway, ne s'est pas précipitée. Elle ne se précipitait jamais. Elle a posé une main douce sur mon épaule et n'a rien dit au début. Son silence était différent de celui de mes parents. Ils n'exigeaient rien. Ils ne fuyaient rien. Ils n'ont pas expliqué, ai-je murmuré. Elle a soupiré doucement. Non, dit-elle. Ils le font rarement. Ce soir-là, elle a préparé une soupe maison et m'a laissé remuer la casserole jusqu'à ce que mon bras soit fatigué. Plus tard, elle m'a bordé dans la petite chambre d'amis qui allait tranquillement devenir la mienne, lissant les draps comme si elle avait toujours su que je serais là. Est-ce qu'ils vont revenir, ai-je demandé. Margaret s'est assise à côté du lit pendant un long moment avant de répondre. Certaines personnes partent parce qu'elles ne savent pas comment rester, dit-elle. Ce n'est pas ta faute.
C'était la première fois que quelqu'un me disait ça. La vie avec ma grand-mère s'est installée dans un rythme qui semblait délibéré. Elle se levait tôt. Elle lisait le journal du début à la fin. Elle croyait que si quelque chose importait, cela méritait de l'attention, pas de l'urgence. Chaque matin, elle pointait un titre et demandait, « À ton avis, qu'est-ce qu'ils omettent de dire ?» Au début, je ne comprenais pas la question, mais elle était patiente. Elle me laissait répondre de travers. Elle me laissait réfléchir à voix haute. Margaret Holloway avait été avocate spécialisée en succession pendant plus de 30 ans. Elle croyait aux archives, à la clarté, au fait de dire exactement ce que l'on pense avant que quelqu'un d'autre ne décide de le dire à votre place. La mémoire n'est pas fiable, disait-elle souvent. Le papier, si. Quand j'avais 12 ans, elle m'a montré comment organiser des dossiers. Quand j'en avais 15, elle m'a appris à lire le langage juridique sans me laisser intimider. Quand j'en avais 17, elle m'a donné un carnet relié en cuir. Pour tes propres mots, dit-elle. Un jour, quelqu'un essaiera peut-être de raconter ton histoire à ta place. Mes parents ne sont jamais venus. Ils envoyaient parfois des cartes. Pour les fêtes, les anniversaires, soigneusement formulées, émotionnellement distantes, toujours signées ensemble, jamais assez personnelles pour y répondre. J'ai arrêté d'attendre. Les années ont passé tranquillement. Je suis allée à l'université non loin de là. Je rentrais à la maison le week-end. Margaret vieillissait, mais sa pensée ne ralentissait jamais. Elle gardait des notes méticuleuses, même sur des conversations ordinaires. Quand elle est tombée malade, ce fut soudain mais pas chaotique. Elle a tout organisé elle-même, médecin, documents, instructions. Et quand elle est morte, la maison a semblé insupportablement silencieuse. À la lecture du testament, mes parents étaient assis, le dos droit, plein d'attente. Margaret Holloway léguait l'intégralité de sa succession à sa petite-fille. Pas une partie, pas une fiducie, tout. C'est à ce moment-là que le silence est devenu hostile. Maintenant, debout dans une salle d'audience des décennies plus tard, je regardais mes parents de l'autre côté de l'allée. Des gens qui m'avaient un jour laissé dans une allée avec un sac à dos et une promesse qu'ils n'ont jamais tenue. Ils voyaient de l'argent. Je voyais la femme qui était restée. Et alors que le juge se préparait à entendre l'affaire, j'ai compris quelque chose avec une clarté troublante. Il ne s'agissait pas d'héritage. Il s'agissait de savoir quelle version du passé serait autorisée à exister. Et cette fois, je n'étais pas l'enfant pour qui l'on parlait. J'étais prête à parler pour moi-même. Après la lecture du testament, mes parents ne m'ont pas approché. Ils n'ont pas discuté. Ils n'ont pas élevé la voix. Ils ont simplement échangé un regard, bref, exercé, et ont quitté la pièce sans un mot. Ce silence portait plus d'intention que n'importe quelle confrontation n'aurait pu le faire. L'avocat de Margaret, Daniel Brooks, est resté en retrait alors que les autres sortaient. Il a ajusté ses lunettes et m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la sympathie. Elle avait anticipé cela, dit-il doucement. Anticiper quoi, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Qu'il n'accepterait pas sa décision. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai appris ce pourquoi ma grand-mère s'était préparée pendant des décennies. La maison de Margaret à Laguna Beach était modeste pour les standards de la côte, mais chaque tiroir était ordonné. Chaque dossier avait un but. Acte de propriété, correspondance, notes manuscrites, tout était daté, tout était précis. Elle avait vécu comme elle pratiquait le droit, avec clarté. Un après-midi, en triant un classeur dans son bureau, j'ai trouvé un dossier intitulé « Réflexions personnelles ». À l'intérieur se trouvaient des pages écrites de son écriture familière et délibérée. « Mes enfants croient que le temps leur donne droit au pardon », lisait-on dans une entrée. Le temps ne donne droit à rien à personne. Seule la responsabilité le fait. Une autre, écrite des années plus tard, s'ils contestent un jour ce testament, ce ne sera pas parce qu'ils ont été exclus. Ce sera parce qu'ils ont été confrontés aux conséquences. Lire ces mots ne m'a pas mise en colère. Cela m'a stabilisé. J'ai revu Daniel quelques jours plus tard. Il a étalé les documents sur la table de la salle à manger. Évaluation médicale,
déposition de témoins, ébauche de testaments antérieurs. Elle a révisé ce testament 3 fois, a-t-il expliqué. Chaque révision réaffirmait la même intention. En a-t-elle jamais douté, ai-je demandé. Jamais, dit-il. Au contraire, elle est devenue plus certaine. La poursuite est arrivée 2 jours plus tard. Elle est venue par courrier recommandé, adressé de manière formelle, impersonnelle, avis de litige successoral. Plaignant, Eleanor et Richard Holloway. Mes parents alléguaient une influence indue, un isolement, une capacité diminuée. L'ironie aurait été risible si elle n'avait pas été si prévisible. Daniel a appelé immédiatement. Ils ont déposé une plainte auprès de la Cour supérieure du comté d'Orange, dit-il. Ils allèguent que vous l'avez manipulée. J'ai fermé les yeux. Elle m'a appris à documenter la manipulation. C'est peut-être la chose la plus utile qu'elle ait jamais faite, ai-je répondu. L'intérêt des médias a suivi rapidement, non pas de manière agressive, mais persistante. Les gros titres présentaient cela comme un différend familial, adoucissant les angles. Les gens préfèrent l'ambiguïté quand la vérité semble inconfortable. Lors de la première audience préliminaire, mes parents étaient assis en face de moi, leurs expressions soigneusement neutres. Leur avocat, Michael Grant, a parlé avec une confiance exercée. Votre honneur, dit-il, cette affaire concerne une femme âgée dont la santé déclinante la rendait vulnérable à la suggestion. Margaret aurait détesté cette phrase. Quand Daniel a répondu, il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas argumenté avec émotion. Margaret Holloway a pratiqué le droit des successions pendant 3 décennies, dit-il calmement. Elle a documenté chaque décision majeure. Ses dossiers médicaux montrent une pleine capacité cognitive. Sa correspondance montre une intention constante. Le juge a écouté sans expression. Ce soir-là, de retour à la maison, j'ai ouvert le carnet en cuir que Margaret m'avait donné des années auparavant. Je n'y avais pas écrit depuis longtemps. J'ai tourné une page blanche et n'ai écrit qu'une seule ligne. La vérité n'a pas besoin d'urgence. Elle a besoin d'archives. Au fil des jours, j'ai senti la tension familière commencer à se former. Le genre de tension qui vient quand les gens essaient de réécrire quelque chose qui n'a jamais été ambigu. Mais cette fois, cela ne m'a pas vidé. Cela m'a affûté. Margaret ne m'avait pas élevée pour que je me défende bruyamment. Elle m'avait élevée pour que je reste précise. À l'aube de ce procès, je comprenais ce qu'elle m'avait vraiment laissé. Pas seulement une maison, pas seulement des économies, mais la prévoyance de savoir que lorsque le passé est contesté, les faits doivent être prêts à parler avant les émotions. Et bientôt, très bientôt, le tribunal commencerait à écouter. Les audiences formelles ont commencé un lundi matin, du genre qui semblait trop ordinaire pour ce qu'il portait. À l'extérieur de la Cour supérieure du comté d'Orange, un petit groupe de journalistes attendait, leur présence polie mais persistante. Personne ne criait, personne ne se précipitait. Les appareils photos se sont levés silencieusement à mon passage, leurs objectifs me suivant avec une curiosité contenue. À l'intérieur, la salle d'audience sentait légèrement le bois poli et le papier. Mes parents étaient assis à la table des plaignants, légèrement tournés l'un vers l'autre, leur posture étudiée, composée. Ils ne m'ont pas regardé. Ils n'en avaient pas besoin. Leur avocat, Michael Grant, s'est penché près d'eux, parlant à voix basse, sa confiance inébranlable. Le juge Alan Reeves est entré précisément à l'heure. La salle s'est levée, puis s'est rassise en silence. Michael Grant s'est levé le premier. Votre honneur, commença-t-il. Cette affaire concerne une femme âgée et vulnérable dont la santé déclinante la rendait susceptible à l'influence indue de la défenderesse. Les mots ont atterri exactement comme prévu, mesurés, cliniques, persuasifs. Il a parlé de proximité, de dépendance, d'une petite fille qui vivait avec sa grand-mère et en a profité. Le nom de Margaret était utilisé avec soin, presque avec douceur. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, pas de la colère, mais de la reconnaissance. C'était la version de l'histoire qu'ils avaient toujours préférée, celle où la responsabilité se dissolvait dans les circonstances. Quand Daniel Brooks s'est levé, il l'a fait sans urgence.
Votre honneur, dit-il, ce tribunal verra une documentation complète montrant l'intention constante de Margaret Holloway sur de nombreuses années. Il a placé la première série de pièces à conviction devant le greffier. Le bruit du papier glissant sur le bois a semblé plus fort qu'il n'aurait dû. Le premier témoin était une ancienne aide-soignante. Oui, a-t-elle témoigné, Margaret comptait sur sa petite-fille pour les affaires quotidiennes. Michael Grant s'est avancé avec aisance. Y compris pour contrôler les visiteurs? Le témoin a hésité. Elle coordonnait les emplois du temps, ce qui signifiait décider qui elle voyait. Michael a insisté. Daniel s'est levé. Objection. Présume un contrôle plutôt qu'une coordination. Maintenu, a dit calmement le juge Reeves. Daniel s'est approché du témoin. Est-ce que Margaret Holloway vous a déjà demandé de restreindre des visites contre sa volonté? Non, a répondu la femme. Elle était très claire sur qui elle voulait voir. Michael a légèrement froncé les sourcils. Les pièces suivantes se sont concentrées sur les évaluations médicales. Des graphiques sont apparus à l'écran, date, signature, évaluation. Âge avancé, a dit Michael. Maladie chronique. Daniel a répondu sans élever la voix. Évaluation cognitive complète menée dans les 6 mois suivant la révision du testament. Tout indique une pleine capacité. Le juge Reeves s'est penché en avant, étudiant l'écran. Puis ma mère a été appelée. Elle s'est dirigée vers la barre avec précaution, son expression déjà adoucie. Elle a parlé de regret, de distance, de vouloir renouer les liens avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons essayé, dit-elle doucement, mais nous avons été repoussés. La salle semblait très silencieuse. Daniel se leva lentement. Madame Holloway, dit-il, vous souvenez-vous d'avoir envoyé ce message? L'écran s'est allumé avec un email. Nous sommes prêts à renouer le contact, mais nous devons discuter de la succession. La date brillait en dessous. La mâchoire de ma mère s'est crispée. C'était un malentendu. Daniel a hoché la tête une fois. Margaret a répondu le jour même en vous demandant de ne plus la contacter au sujet des questions financières. Silence. Le juge Reeves a pris une note. À la suspension de l'après-midi, la salle d'audience semblait différente, moins chargée, plus concentrée. Les contours du récit commençaient à s'aiguiser. Pendant la pause, mon père m'a croisé dans le couloir. Tu n'étais pas obligé de tout prendre, dit-il doucement. J'ai rencontré son regard. C'est elle qui a décidé ce qui appartenait à qui. Ce soir-là, de retour à la maison, je me suis assise dans le bureau de Margaret et j'ai de nouveau ouvert son carnet. Pas les dossiers juridiques, ses notes personnelles. Une ligne se détachait, écrite des années plus tôt, quand les gens parlent fort, écoutez ce qu'ils essaient de ne pas dire. J'ai fermé le livre. Demain, je témoignerai à la barre. Et pour la première fois depuis le début, je me sentais prête, non pas à me défendre, mais à dire la vérité telle qu'elle était, tranquillement, précisément, sans demander la permission. J'ai témoigné à la barre le lendemain matin. La salle d'audience semblait plus petite que la veille, comme si les murs s'étaient rapprochés pendant la nuit. Le juge Alan Reeves a regardé silencieusement pendant que je prêtais serment. Son expression était neutre, attentive, du genre qui n'invitait pas à la performance. Daniel Brooks a commencé doucement. Pouvez-vous décliner votre nom pour le dossier? Oui, ai-je dit. Mon nom est Claire Holloway. La tête de Michael Grant s'est légèrement relevée. C'était la première fois qu'il me regardait directement. Claire, a poursuivi Daniel, combien de temps avez-vous vécu avec votre grand-mère? Depuis l'âge de 6 ans, ai-je répondu, jusqu'au jour de son décès. Et pendant ce temps, a-t-il demandé, a-t-elle jamais exprimé une incertitude quant à ses plans successoraux? Non, ai-je dit. Elle a été très claire, à plusieurs reprises. Daniel a hoché la tête. A-t-elle discuté de ses plans avec vous? Oui, ai-je dit, mais pas pour des conseils. Elle m'informait une fois les décisions prises. Michael Grant se leva avec aisance. Mademoiselle Holloway, dit-il en arpentant lentement la salle. N'est-il pas vrai que vous dépendiez financièrement de votre grand-mère? J'étais mineure, ai-je répondu d'une voix égale.
Elle était ma tutrice. Et plus tard, j'ai subvenu à mes propres besoins. Il a souri légèrement. Mais vous viviez dans sa maison, bénéficiiez de ses ressources. Je vivais là où elle m'a demandé de vivre, ai-je dit, et je contribuais comme je le pouvais. Michael a cessé d'arpenter la salle. N'est-il pas possible que votre proximité ait influencé ses décisions? Je n'ai pas hésité. L'influence requiert la persuasion. Elle n'a pas demandé la mienne. Un murmure a traversé la salle. Michael a changé de tactique. Avez-vous déjà limité l'accès de vos parents à elle? Non, ai-je dit. C'est elle qui l'a fait. Il a haussé un sourcil. Distinction commode. La voix du juge Reeves a retenti. Maître. Michael a hoché la tête et a ajusté sa cravate. Soyons précis. Avez-vous déjà intercepté des appels? Non. Avez-vous déjà retenu du courrier? Non. Avez-vous déjà suggéré qu'elle révise son testament? Non. Michael a fait une pause, puis s'est penché plus près de la barre. Vous avez considérablement bénéficié de sa mort, n'est-ce pas? J'ai rencontré son regard calmement. La salle est tombée dans le silence. Daniel s'est relevé. Claire, pourquoi croyez-vous que votre grand-mère vous a légué sa succession? J'ai pris une profonde inspiration. Parce qu'elle croyait que la responsabilité devait suivre la présence. Elle m'a élevé. Elle m'a fait confiance. Michael a ricané doucement. La confiance n'est pas une preuve légale. Daniel s'est tourné vers le juge. Votre honneur, la défense aimerait présenter la correspondance personnelle de Margaret Holloway. Des dossiers ont été transmis. Daniel a lu à haute voix. Je ne suis pas confuse. Je ne subis aucune pression. Je suis précise. Michael a objecté. Ce sont des écrits personnels. Le juge Reeves a regardé les documents puis de nouveau Michael. Ce sont des archives contemporaines. Objection rejetée. Daniel a continué, ma petite fille ne m'a jamais rien demandé. C'est précisément pour cela que je lui confie tout. J'ai senti ma gorge se serrer, non de chagrin, mais de reconnaissance. Michael s'est levé brusquement. Votre honneur, le langage émotionnel n'équivaut pas à une intention légale. Le regard du juge Reeves s'est aiguisé. L'intention est précisément ce que ce tribunal examine. Michael s'est rassis. La dernière question est venue tranquillement. Daniel a demandé, Claire, votre grand-mère a-t-elle jamais craint cette contestation? J'ai hoché la tête une fois. Oui. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit, les gens qui abandonnent leurs responsabilités ne reviennent souvent que lorsque les conséquences se présentent. Personne n'a parlé. Le juge Reeves a baissé les yeux sur ses notes, puis m'a regardé de nouveau. Vous pouvez vous retirer. En retournant à ma place, j'ai senti un calme étrange s'installer en moi. Pas de soulagement, pas de victoire. Un achèvement. Pendant la suspension, ma mère m'a croisé dans le couloir. Tu n'étais pas obligé de nous faire paraître comme ça, dit-elle à voix basse. Je me suis arrêtée. Ce n'est pas moi. Ce sont les archives qui l'ont fait. Ce soir-là, je me suis assise seule dans la maison surplombant l'océan, la même maison que ma grand-mère avait choisie délibérément. Je n'ai pas ouvert ses dossiers. Je n'ai pas relu ses notes. Je suis simplement restée près de la fenêtre et j'ai regardé la marée monter et descendre, régulière et indifférente aux disputes humaines. Demain apporterait les plaidoiries finales, mais la vérité avait déjà parlé. Silencieusement, clairement, consigné dans les archives. Le dernier jour de témoignage est arrivé avec une quiétude qui semblait délibérée. La salle d'audience s'est remplie plus lentement que les jours précédents, comme si tout le monde comprenait qu'il n'y aurait pas de nouvelles surprises, seulement des conséquences. Mes parents étaient assis côte à côte à la table des plaignants, plus proches qu'ils ne l'avaient été de toute la semaine. Leur confiance s'était amincie en quelque chose de fragile. De prudent. Michael Grant a relu ses notes à plusieurs reprises, tapotant son stylo contre la table comme si la répétition pouvait changer ce qui avait déjà été dit. Le juge Alan Reeves est entré sans cérémonie.
Nous allons procéder au témoignage de clôture, dit-il. Maître. Michael s'est levé le premier. Votre honneur, commença-t-il. Cette affaire ne concerne pas seulement la documentation. Il s'agit de dépendance affective, d'une jeune femme qui est devenue le centre de la vie d'une femme âgée. Il se tourna légèrement vers moi. La proximité crée l'influence. La phrase est restée là, nette et plausible. Daniel Brooks a attendu que Michael ait fini, puis s'est levé. Votre honneur, dit-il d'une voix égale, la proximité peut aussi créer la responsabilité. Il a placé une dernière pièce à conviction sous le visualiseur de documents, une lettre manuscrite, datée de 6 semaines avant la mort de ma grand-mère. Le juge Reeves s'est penché en avant. Daniel a lu à haute voix, « Je suis consciente que mes décisions peuvent être contestées. Cela ne les rend pas incertaines. Je lègue ma succession à ma petite-fille parce qu'elle a été présente sans condition. Elle est restée sans attente. » Ma mère a bougé brusquement sur son siège. Daniel a continué. « Ce n'est pas de l'exclusion. C'est une conséquence. » Michael a objecté. Ces écrits sont des réflexions émotionnelles, pas des instruments juridiques. Le juge Reeves a répondu sans lever les yeux. Il parle directement de l'intention. Objection rejetée. Le dernier témoin fut bref. Un collègue à la retraite de ma grand-mère du tribunal des successions. Margaret Holloway était méticuleuse, a-t-il témoigné. Si quoi que ce soit, elle anticipait les litiges. Elle documentait ses décisions précisément pour les prévenir. Michael a tenté un dernier angle. N'est-il pas possible, a-t-il demandé, que cela l'ait rendu plus rigide? Le témoin a rencontré son regard calmement. La conviction et la rigidité ne sont pas la même chose. En début d'après-midi, la salle d'audience semblait apaisée, comme si les arguments avaient atteint leurs limites naturelles. Le juge Reeves a jeté un coup d'œil aux deux tables. Plaidoirie finale. La voix de Michael était plus basse maintenant, ses mots choisis avec retenue. Il a parlé de fractures familiales, de regrets, de la façon dont le temps pouvait déformer la mémoire et isoler l'intention. Daniel s'est levé en dernier. Cette affaire, dit-il, ne concerne pas le pardon. Elle concerne l'autonomie. Margaret Holloway a exercé la sienne clairement, constamment, et en pleine capacité. Il a fait un bref geste vers moi. Elle n'a pas légué sa succession à Claire parce qu'elle a été persuadée. Elle l'a fait parce que Claire est restée, sans demande, sans condition. Le juge Reeves a écouté sans interruption. Lorsque le marteau a frappé pour suspendre la séance pour délibération, personne n'a bougé immédiatement. Le son a résonné une fois, puis a disparu. Dans le couloir, mon père s'est approché de moi. Sa voix était basse, contrôlée. « Tu n'étais pas obligé de tout prendre, dit-il. » J'ai rencontré son regard. C'est elle qui a décidé ce qui appartenait à qui. Il a détourné les yeux. Ce soir-là, de retour à la maison, je n'ai ouvert aucun dossier. Je n'ai pas rejoué les témoignages dans ma tête. J'ai traversé les pièces lentement, touchant des surfaces familières, la rampe, le cadre de la porte, le bord du bureau où ma grand-mère s'était autrefois assise pour écrire. J'ai pensé à la prudence avec laquelle elle avait vécu, à la manière délibérée dont elle s'était préparée, non pas au conflit, mais à la clarté. Je me suis assise dans le bureau et j'ai ouvert le carnet en cuir qu'elle m'avait donné des années plus tôt. J'ai tourné à la dernière page et j'ai lu la dernière ligne qu'elle y avait écrite. Quand la vérité est mise à l'épreuve, reste immobile. Laisse-la parler. J'ai fermé le carnet et j'ai posé mes mains dessus, sentant son poids s'installer, non pas comme un fardeau, mais comme un ancrage. Demain, le tribunal parlerait, mais ce soir, j'ai compris quelque chose avec une calme certitude. Quelle que soit la décision, les archives existaient, et une fois que la vérité est consignée clairement, constamment, elle ne disparaît pas. Elle attend. La décision était prévue pour 9 heures. Aucune caméra n'était autorisée à l'intérieur ce matin-là. Pas de murmure de la galerie, juste les sons étouffés d'un palais de justice commençant sa journée. Des pas sur le carrelage, le faible bruissement du papier, la fermeture lointaine des portes. Je suis arrivé tôt et j'ai pris ma place sans parler.
Mes parents sont entrés quelques minutes plus tard. Ils ne m'ont pas regardé. Ils se sont assis raidement, les mains jointes, comme si la posture seule pouvait maintenir le résultat en place. Le juge Alan Reeves est entré précisément à l'heure. La salle s'est levée, puis s'est rassise. Il a ajusté ses lunettes, a examiné une dernière fois les documents devant lui, et a levé les yeux. Ce tribunal a examiné tous les témoignages, pièces à conviction, correspondances et évaluations médicales, commença-t-il. La question qui nous est posée est de savoir si Margaret Holloway a exécuté son dernier testament sous une influence indue. Sa voix était stable, sans fioritures. Les plaignants invoquent la vulnérabilité, a-t-il poursuivi. Il invoque la dépendance affective et l'isolement. Il a fait une pause. Les preuves ne soutiennent pas ces affirmations. J'ai senti ma respiration ralentir, chaque inspiration mesurée. Ce que le dossier montre à la place, a dit le juge Reeves, est un schéma d'intention constante exprimé sur de nombreuses années. La défunte a fait preuve d'une pleine capacité mentale et d'un jugement délibéré. Les doigts de ma mère se sont crispés les uns sur les autres. L'affection ne constitue pas une coercition, a poursuivi le juge. La présence n'annule pas l'autonomie, et la proximité seule n'établit pas une influence indue. Il a baissé brièvement les yeux, puis les a relevés. Les mots sont tombés avec une finalité tranquille. Les demandes des plaignants sont entièrement rejetées. Personne n'a bougé. Le testament est maintenu, a dit le juge Reeves. La succession appartient à Claire Holloway. Le marteau a frappé une fois. Telle est l'ordonnance de ce tribunal. Les épaules de mon père se sont affaissées comme si quelque chose d'essentiel s'était détaché. Ma mère regardait droit devant elle, son expression illisible, presque vide. Daniel Brooks a posé une main légère sur mon bras. J'ai hoché la tête mais n'ai pas parlé. Alors que nous nous levions pour partir, ma mère a tendu la main et a attrapé ma manche. « Tu penses que ça te donne raison » a-t-elle murmuré. « Tu le regretteras. » J'ai rencontré ses yeux, sans colère, sans satisfaction, mais avec clarté. Elle avait raison, ai-je dit doucement. C'est ce qui compte. Je me suis éloignée. Dehors, l'air semblait plus frais que depuis des semaines. Il n'y avait pas de journalistes qui attendaient, pas de microphone tendu, juste les marches du palais de justice, inchangées et indifférentes. Daniel a parlé brièvement. Vous vous êtes bien comporté. J'ai appris d'elle, ai-je dit. De retour à la maison à Laguna Beach, les papiers du verdict reposaient proprement sur le bureau dans le bureau de ma grand-mère. Je suis restée là longtemps, écoutant l'océan au-delà des fenêtres, stable et inchangé. Tu avais prévu ça, ai-je dit doucement. Chaque partie. Ce soir-là, j'ai marché seule le long du rivage. La marée montait et descendait sans urgence. Le même son qu'elle faisait le jour où mes parents m'ont laissé à sa porte, le même son qu'elle faisait maintenant. Seule ma compréhension de ce son avait changé. La justice n'était pas arrivée bruyamment. Elle était arrivée avec précision. Et alors que le soleil plongeait vers l'horizon, j'ai réalisé quelque chose qui s'est installé en moi avec une calme certitude. Le tribunal avait parlé. Mais ma grand-mère avait déjà réglé cela il y a longtemps, en m'apprenant à rester immobile lorsque la vérité était remise en question. Et cette leçon, contrairement à la propriété ou à l'argent, ne pourrait jamais m'être enlevée. Après la décision, les jours ne se sont pas précipités comme je m'y attendais. Il n'y eut pas de changement soudain, pas de bouleversement spectaculaire dans le rythme de la vie. La maison de Laguna Beach est restée exactement comme elle avait été, les fenêtres tournées vers la mer, les parquets usés par des années de pas silencieux, la faible odeur de sel portée par le vent. Ce qui avait changé, c'était le silence. Il n'était plus tendu. Il n'attendait plus que quelque chose se produise. Il existait, tout simplement. Daniel a appelé une dernière fois, bref et professionnel. Le jugement est définitif. Il n'y aura pas d'appel. Merci, ai-je dit, et cela signifiait plus que les mots ne pouvaient le contenir. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée seule dans la cuisine, consciente de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Il n'y avait pas de prochaine étape à franchir, pas de défense à préparer, pas d'accusation planant aux confins de mes pensées.
Cet après-midi-là, j'ai ouvert les tiroirs du bureau de ma grand-mère, non pas pour chercher des documents, mais pour les rangers. Les dossiers ont glissé à leur place. Les enveloppes ont été empilées proprement. L'ordre méticuleux dans lequel elle avait vécu ressemblait moins à une préparation maintenant, et plus à une réassurance. Elle avait fait confiance aux archives pour tenir bon. Alors que le soir tombait, je me suis promenée le long de la plage. Le sable était frais sous mes pieds, les vagues régulières et sans hâte. Je me suis souvenu d'avoir parcouru cette même étendue de plage enfant. Ma grand-mère à mes côtés, me montrant des coquillages à moitié enfouis dans le sable. Certaines choses, disait-elle, ne disparaissent pas. Elles attendent simplement que tu sois prête à les voir. Mon téléphone a sonné alors que le ciel s'assombrissait. C'était mon père. Je suis restée là un long moment avant de répondre. J'ai lu ces lettres, dit-il doucement quand j'ai finalement décroché. Sa voix semblait plus faible que dans mon souvenir. Toutes. Je n'ai rien dit. Elle a écrit que j'avais cessé d'être son fils bien avant le testament, a-t-il poursuivi. Que j'avais choisi la commodité plutôt que la responsabilité. Les mots flottaient entre nous, lourds mais étrangement calmes. Elle a aussi écrit, ai-je dit d'une voix égale, qu'il n'est jamais trop tard pour affronter la vérité. Il y eut une longue pause, puis une respiration. Je n'attends pas de pardon, dit-il. Je voulais juste que tu le saches. Je suis désolé. J'ai regardé la marée monter, effacer son propre sillage, puis se retirer à nouveau. Je ne sais pas encore à quoi ressemble le pardon, ai-je dit. Mais faire comme si rien ne s'était passé, ce n'est pas ça. Je comprends, a-t-il répondu. Quand l'appel s'est terminé, je n'ai pas ressenti de soulagement. J'ai ressenti de l'espace. Pas du vide, de l'espace. Cette nuit-là, je suis retournée au bureau et j'ai sorti le carnet en cuir que ma grand-mère m'avait donné des années auparavant. Je ne l'avais pas ouvert depuis le verdict. Les pages étaient familières, son écriture stable et délibérée. J'ai tourné vers une entrée datant de bien avant sa maladie. Quand la vérité est enfin dite, le calme devient nécessaire. Ne te presse pas de le combler. J'ai fermé le carnet et j'ai laissé le calme s'installer. Dans les jours qui ont suivi, des gens ont commencé à me contacter. Pas des journalistes, pas des avocats, mais ceux qui avaient travaillé avec ma grand-mère au fil des ans. D'anciens collègues, des membres de la communauté, des gens qui avaient compté sur ses conseils et se demandaient maintenant ce qui allait se passer. J'ai écouté plus que je n'ai parlé. Lors de la première réunion concernant sa fondation, quelqu'un a demandé gentiment, « Prévoyez-vous de changer quelque chose ?» Pas encore, ai-je dit. Personne n'a protesté. Un soir, alors que je traversais la maison pour éteindre les lumières, je me suis arrêtée dans l'embrasure du bureau. Le bureau était dégagé maintenant. La chaise était rentrée. Rien ne demandait d'attention. Pour la première fois, la maison semblait moins un enregistrement du passé et plus un lieu qui pouvait contenir quelque chose de nouveau. Le procès avait clarifié ce que mes parents avaient pris et ce qu'ils n'avaient pas pris. Ils avaient pris du temps. Ils avaient pris de la certitude. Mais ils n'avaient pas pris ce qui importait. Debout là, à écouter l'océan au-delà des fenêtres, j'ai compris quelque chose qui s'est installé en moi sans résistance. Gagner le procès n'avait pas comblé l'absence qu'ils avaient laissée. Ils l'avaient simplement nommé. Et la nommer avec précision, sans distorsion, était la première étape pour décider de la suite. Les semaines qui ont suivi se sont installées dans un schéma plus calme que je ne l'avais imaginé. Il n'y avait plus de date d'audience à entourer sur le calendrier, plus de langage juridique à traduire en quelque chose d'humain. Les matins arrivaient sans urgence. Les soirs se terminaient sans phrases inachevées suspendues dans l'air. J'ai recommencé à trier les papiers de ma grand-mère, cette fois sans but. Pas comme une préparation, pas comme une défense, simplement comme une manière de comprendre la vie qu'elle avait vécue une fois qu'elle n'avait plus besoin d'être expliquée. La plupart de ce que j'ai trouvé était ordinaire, des reçus, de vieilles correspondances, des notes écrites dans les marges de livres qu'elle avait lus plus d'une fois. Mais à travers tout cela se trouvait la même intention que j'avais connue toute ma vie, la clarté avant le confort. Un après-midi, caché dans un dossier intitulé « Personnel », j'ai trouvé une enveloppe adressée à moi de sa main.
Pas de date, pas d'instruction. À l'intérieur se trouvait une seule page. Claire, si tu lis ceci, cela signifie que le bruit est enfin passé. Ne confonds pas le calme avec le vide. Le calme est là où le choix commence. Je suis restée assise là plus longtemps que prévu, le papier reposant légèrement entre mes doigts. Ce soir-là, j'ai assisté à ma première réunion avec le conseil d'administration de la fondation que ma grand-mère avait créée. La pièce était petite, les chaises dépareillées. Personne ne s'est précipité pour parler. Je ne suis pas ici pour la remplacer, ai-je dit quand ils se sont finalement tournés vers moi. Je suis ici pour continuer ce qu'elle croyait important. Personne n'a exprimé de désaccord. Dans les jours qui ont suivi, j'ai visité les lieux qu'elle avait discrètement soutenus pendant des années, une clinique juridique communautaire, un programme de bourse qu'elle avait financé anonymement, une bibliothèque locale où elle avait donné non seulement des livres mais aussi du temps. Dans une clinique, une bénévole a levé les yeux de son bureau et s'est arrêtée en me voyant. « Vous êtes la petite fille de Margaret Holloway », dit-elle doucement. J'ai hoché la tête. Elle disait, « Les gens n'ont pas besoin d'être sauvés », a poursuivi la femme. Ils ont besoin d'être respectés. J'ai souri. Ça lui ressemble bien. À l'approche de l'automne, la maison a commencé à sembler différente. Pas plus légère, exactement, mais plus vivante. J'ai déplacé une chaise pour capter le soleil de l'après-midi, ouvert des fenêtres qui étaient restées fermées pendant le procès, laissé le son de l'océan remplir des pièces qui avaient été trop silencieuses pendant trop longtemps. Rien de tout cela ne semblait l'effacer. C'était comme une continuation. Le passé refaisait encore surface de manière inattendue. Une phrase, une odeur. Le son du gravier sous les pneus pouvait encore serrer quelque chose dans ma poitrine avant que je ne réalise pourquoi. Mais les souvenirs n'exigeaient plus de réponse. Ils existaient, tout simplement. Une lettre de ma mère est arrivée vers la fin du mois. Courte, prudente, polie. Elle écrivait sur le regret sans le nommer, sur la distance sans la franchir. Je l'ai lu une fois, les plier soigneusement et les placer dans un tiroir. Tout n'appelait pas une réponse. Un soir, je suis descendue sur le rivage alors que le soleil plongeait vers l'horizon. Le ciel s'est adouci en couches de gris et d'or. L'océan respirait régulièrement en dessous, inchangé par les héritages ou les verdicts. Je pensais à l'enfant que j'avais été, celle qui croyait que la survie signifiait l'endurance, rester silencieuse, rester petite. Cet enfant avait fait son travail. Elle m'avait gardée en sécurité assez longtemps pour devenir quelqu'un qui pouvait choisir. Je suis retournée à la maison et j'ai sorti le carnet en cuir une dernière fois. J'ai feuilleté ces pages lentement, sans chercher de conseils, sans chercher de preuves. Les mots de ma grand-mère ne semblaient plus être des instructions. Ils semblaient être une confirmation. J'ai fermé le carnet et je l'ai posé sur la table à côté de moi. Le combat était terminé. L'histoire ne l'était pas. Mais quoi qu'il advienne, cela ne serait pas façonné par la peur ou par le besoin de justifier un passé qui avait déjà été clairement consigné. Debout là, à écouter l'océan bouger dans l'obscurité, j'ai compris quelque chose qui s'est installé en moi avec une calme certitude. Le passé n'avait plus besoin d'être défendu, et l'avenir, pour la première fois, semblait ouvert. La notification est arrivée un matin qui semblait banal. Une fine enveloppe glissée par la fente de la boîte aux lettres, portant le sceau de la Cour supérieure du comté d'Orange. À l'intérieur, une seule page confirmait ce qui était déjà devenu clair dans tous les sens pratiques. L'affaire était officiellement close. Aucun appel déposé, aucune motion en attente, plus rien à contester. Je l'ai lu une fois et je l'ai mise de côté. Cela ne ressemblait pas à une fin. Cela ressemblait à une confirmation. Cet après-midi-là, je suis allée en ville seule. Laguna Beach bougeait à son rythme familier, un rythme côtier et nonchalant, indifférent à la résolution de quiconque. Les cafés se remplissaient et se vidaient. Des chiens dormaient sous les tables. Personne ne me reconnaissait. Personne ne posait de questions. Pour la première fois depuis des mois, mon nom de famille n'avait aucun poids ici. J'ai marché jusqu'à la jetée et je me suis appuyée contre la rambarde, regardant l'eau s'étendre à l'infini. Ma grand-mère m'amenait ici quand j'étais plus jeune.
Elle parlait rarement pendant ses visites. Elle disait que l'océan était utile de cette façon. Il se fichait de l'histoire que vous vous racontiez. On ne peut pas négocier avec ceux qui continuent d'avancer, avait-elle dit un jour. On peut seulement décider où l'on se tient. J'ai pensé à l'enfant que j'avais été, debout dans une allée avec un sac à dos et une promesse qui n'est jamais revenue. Je me suis souvenu avoir cru que si j'attendais assez longtemps, si je restais assez immobile, quelqu'un reviendrait tout expliquer. Ils ne l'ont jamais fait. Et debout ici maintenant, plus âgé, plus stable, j'ai compris quelque chose qui n'est pas arrivé avec de la colère ou de l'accusation. Ils n'en ont jamais eu l'intention. Cette prise de conscience ne m'a pas vidé. Elle a simplifié les choses, comme si je déposais quelque chose de lourd que je ne réalisais pas que je portais encore. Quand je suis rentré à la maison, Daniel Brox attendait dans le bureau. Il était passé pour livrer les derniers documents en personne, bien que nous sachions tous deux qu'ils auraient pu être envoyés par la poste. Ceci clôt l'affaire, dit-il en posant le dossier sur le bureau. Légalement. J'ai hoché la tête. Merci. Il a hésité, puis a ajouté, certaines personnes diront que vous avez eu de la chance. J'ai rencontré son regard. La chance ne se documente pas pendant des décennies. Il a souri légèrement. Non, en effet. Après son départ, j'ai de nouveau ouvert le carnet en cuir, non pas pour lire, mais pour sentir son poids. Les pages étaient usées maintenant, adoucies par des années à être tournées. J'ai passé mes doigts le long de la marge d'une entrée familière, et j'ai pensé au nombre de soirées que ma grand-mère avait dû passer exactement là où j'étais, à écrire, non pas parce qu'elle craignait l'avenir, mais parce qu'elle croyait au dossier plutôt qu'à la réaction. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. J'ai vu le nom de ma mère sur l'écran et j'ai laissé sonner. Pas par cruauté, pas par peur, mais parce que je comprenais enfin que certaines conversations arrivent trop tard pour changer ce qu'elles sont censées réparer. Le silence, j'étais en train de l'apprendre, n'était pas de l'évitement. C'était de la clarté. Alors que la nuit tombait sur la maison, je me suis assise à la table de la cuisine où ma grand-mère et moi avions partagé d'innombrables matins tranquilles. Je l'imaginais en face de moi, son journal plié proprement, son café refroidissant à côté de sa main. Que ne disent-ils pas, aurait-elle demandé. J'ai souri doucement. Ils ne disaient pas que l'affaire ne m'avait pas changé. Elle m'avait révélé. Je n'étais pas l'enfant qu'ils avaient abandonné. Je n'étais pas la défenderesse qu'ils avaient essayé de démanteler. J'étais la personne en qui elle avait eu confiance pour détenir la vérité quand cela comptait. Avant de monter, j'ai remis le carnet sur l'étagère, ni caché, ni exposé. Exactement là où il devait être. Dehors, l'océan chuchotait contre le rivage, stable et indifférent. Le même son qu'il faisait le jour où mes parents sont partis. Le même son qu'il faisait le jour où le tribunal a rendu sa décision. Seulement, maintenant, je n'avais plus l'impression que quelque chose m'était pris. J'avais l'impression que quelque chose m'avait enfin été rendu. Mon équilibre, ma direction, mon choix d'arrêter d'attendre des explications qui ne viendraient jamais. Et alors que les lumières s'éteignaient et que la maison s'installait dans son calme familier, je savais qu'il ne restait qu'une seule partie de cette histoire à raconter. Pas sur les tribunaux, pas sur l'héritage, mais sur ce qui se passe quand on arrête d'attendre que le passé change et qu'on s'autorise à avancer sans lui. Le matin est venu tranquillement. La lumière filtrait à travers les rideaux de la maison surplombant la mer, douce et sans hâte. Je suis restée dans la cuisine un long moment avant de faire quoi que ce soit d'autre, écoutant les sons familiers, le faible bourdonnement du réfrigérateur, le bruit lointain des vagues se brisant en bas des falaises, le léger craquement du plancher alors que la maison s'éveillait avec le jour. Plus rien ne m'attendait. J'ai fait du café et je me suis assise à la table où ma grand-mère lisait le journal. La chaise en face de moi était vide mais pas accusatrice. Elle semblait complète, comme une pensée qui avait enfin fini de se former. Pendant des années, j'ai cru que la justice arriverait bruyamment, qu'il y aurait un moment où tout s'alignerait et où le passé relâcherait son emprise d'un seul coup. Mais la justice était venue différemment. Elle était arrivée comme une permission. La permission d'arrêter d'expliquer, la permission d'arrêter de se défendre, la permission de laisser le passé rester exactement ce qu'il était, inchangé, mais plus aux commandes. Plus tard dans la journée,
J'ai marché vers les falaises, le vent constant dans mon dos. L'océan s'étendait à l'infini en dessous, indifférent au nom, à l'argent ou au verdict. Ma grand-mère aimait ça chez lui. Elle disait que cela lui rappelait que la certitude était souvent surfaite. Tu n'as pas besoin d'avoir raison pour toujours, m'avait-elle dit un jour. Tu as juste besoin d'être honnête quand ça compte. J'ai pensé à combien de ma vie avait été façonnée par l'attente. Attendre que mes parents reviennent, attendre des explications, attendre que quelque chose se résolve. Debout là maintenant, j'ai compris quelque chose avec une calme clarté. Rien d'autre n'allait venir. Et c'était bien comme ça. Ce soir-là, je suis retournée au bureau une dernière fois. Je n'ai rien réarrangé. Je n'ai pas enlevé ses affaires. Je les ai simplement reconnus. Les livres qu'elle aimait, les dossiers qu'elle avait gardés, l'ordre minutieux qu'elle avait laissé derrière elle. J'ai pris le carnet en cuir sur l'étagère et je l'ai ouvert, non pas pour lire, mais pour y placer une dernière page, une feuille blanche, à l'exception d'une seule phrase que j'avais écrite moi-même, la vérité a tenu bon quand elle a été mise à l'épreuve. J'ai fermé le carnet et je l'ai remis à sa place. Le pardon, j'avais appris, n'était pas une ligne d'arrivée. Ce n'était pas quelque chose qui apparaissait proprement après que justice ait été rendue. Parfois, c'était seulement la décision de ne pas rouvrir une blessure qui avait déjà cessé de saigner. Je n'ai pas pardonné à mes parents ce soir-là, mais j'ai abandonné le besoin d'être comprise par eux. Et c'était suffisant. Alors que le ciel s'assombrissait et que les premières étoiles apparaissaient, je suis sortie dans le jardin. L'air était frais, ancrant. Quelque part à proximité, les roses que ma grand-mère avait plantées des années auparavant bougeaient doucement dans la brise. J'ai alors réalisé ce qu'elle m'avait vraiment laissé. Pas la richesse, pas la protection contre la perte, mais la capacité de vivre sans courir après l'approbation de ceux qui avaient déjà choisi de partir. À l'intérieur, la maison s'est installée dans son calme familier. J'ai éteint les lumières une par une et je me suis arrêtée dans l'embrasure de la porte, contemplant l'espace, non pas comme quelque chose dont j'avais hérité, mais comme quelque chose que je pouvais maintenant habiter pleinement. L'histoire s'était terminée là où elle avait toujours dû se terminer. Pas avec une réconciliation, pas avec une célébration, mais avec une libération. Et si jamais quelqu'un me demandait ce que j'avais gagné du procès, de l'héritage, du long et difficile dénouement du passé de ma famille, je saurais exactement quoi répondre. J'ai gagné le courage d'arrêter d'attendre que les gens changent. J'ai gagné la clarté de pouvoir avancer sans avoir besoin de leur permission. J'ai récupéré ma vie. L'océan chuchotait en dessous, stable comme toujours. Et pour la première fois, je n'écoutais pas les échos. Je m'écoutais moi-même. Et c'était suffisant.